présidente, bonjour et bienvenue à tous pour ce débat des GRU intitulé Liberté, égalité, mixité. Vaste programme que de s'emparer de la devise républicaine, surtout lorsque l'on commence par la modifier. Justement, ce terme de mixité auquel est instinctivement associé le qualificatif social n'est-il pas la toile de fond de chacun des termes du triptyque républicain ? On aurait par exemple pu intituler ce débat mixité, égalité, fraternité ou liberté, mixité, fraternité. Alors, qu'est-ce que la mixité, a fortiori sociale, dans une république qui affirme l'être dans l'article 1 de sa Constitution? Se fait-elle à sens unique par un mouvement d'aller-retour ou délicatement par porosité? À quel moment est-elle atteinte? L'est-elle jamais d'ailleurs? Si la mixité sociale est une des étoiles polaires de la rénovation urbaine, quels en sont les leviers concrets? Bien sûr, la politique d'attribution et de construction sont des outils pour enrayer la ségrégation, mais peut-on rendre un quartier désirable? Quels sont les autres enjeux de politique publique qui favorisent la mixité? À quelle échelle géographique entreprendre de mesurer la diversité des habitants? La mixité est-elle in fine la condition préalable à la mise en œuvre de la devise républicaine ou un objectif idéal, voire utopique, qui se niche au cœur de la devise républicaine? Voilà en quelques mots les questions que nous essaierons d'aborder aujourd'hui avec nos invités et avec vous tous, via les outils dont vous disposez pour poser vos questions et vous inviter dans ce débat. Pour essayer d'ouvrir ces pistes de réflexion, je suis donc heureux d'accueillir Emmanuelle Wargon, ministre du Logement. Je précise que vous devrez nous quitter dans quelques minutes. Cécile Mazot, qui est avec nous en visio. Vous êtes la présidente de la Foncière Logement. Thierry Repentin, le maire de Chambéry, président de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA. Vous avez été introduit par Emmanuelle Wargon il y a quelques minutes. Et aussi le président de la commission nationale SRU, Clément d'Herbecourt. Vous êtes chef de projet à France Stratégie sur les questions d'inégalité et de mobilité sociale. Et enfin, Nicolas Grivel, le directeur général de l'ANRU, que vous connaissez tous ici. Mais pour commencer, Emmanuelle Wargon, j'ai envie de vous demander de quoi on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la mixité? On parle de la capacité à mélanger les classes sociales sur le territoire, partout. On parle de la question des ghettos. Et quand on parle de ghettos, on parle parfois de ghettos de personnes en grande difficulté, mais dans l'autre sens, on a aussi une forme de ghetto d'entre-soi, de personnes de classe sociale plus favorisées qui finalement s'isolent du reste de la société. Donc ce dont on parle, c'est est-ce que dans nos géographies, dans nos villes, dans nos quartiers, nous mélangeons les populations. Et ce qui est intéressant, et je pense que vous aurez l'occasion d'en discuter plus loin dans cette table ronde, c'est qu'on a deux aspirations des Français. Une vraie aspiration à la mixité, puisque quand on la définit comme ça, 70% des Français disent qu'ils souhaitent vivre dans des quartiers, dans des villes, dans des environnements mixtes. Et une vraie aspiration à rester là où ils habitent, puisque 80% des Français sont globalement plutôt contents de là où ils habitent. Et donc c'est une forme de contradiction, puisqu'on a parfois des ghettos, les gens sont attachés à leur quartier et néanmoins demandent de la mixité. En éléments de politique publique qui peuvent concourir à une réponse, je voudrais rapidement en citer trois. Le premier, c'est le rôle du logement social dans sa répartition géographique. Donc c'est tout l'enjeu de la loi SRU. La loi SRU, c'est une loi qui dit qu'il faut construire des logements sociaux dans les zones tendues et que les communes doivent avoir entre 20 et 25% de logements sociaux. Elle est essentielle parce que le logement social, c'est quand même l'un des principaux moyens d'avoir accès à un logement abordable. Je rappelle que 70% des Français sont éligibles au logement social. Et donc nous avons besoin de ne pas concentrer les logements sociaux dans certaines communes et de mettre des logements sociaux partout. Ça fait partie de l'objet de débat depuis le vote de la loi SRU à de nombreuses reprises. Ça fera l'objet d'un débat au Sénat la semaine prochaine, puisque nous rendons la loi SRU permanente avec un certain nombre de possibilités de contractualisation plus fortes entre les maires et l'État pour garder cet objectif. À travers la loi 4D ou 3D? Oui, à travers la loi qui s'appelle selon les cas 3DS ou 4D, mais qui est une loi de décentralisation et de simplification qui arrive en première lecture au Sénat la semaine prochaine. Le deuxième élément de politique publique, ce sont les attributions de logements sociaux. Et ça, je pense que ce sera dit plus tard dans le débat par le représentant de France Stratégie. On peut avoir des logements sociaux partout en France selon les modalités de politique d'attribution des logements sociaux. On peut néanmoins concentrer dans certains quartiers des personnes plus en difficulté. Donc les politiques d'attribution qui mènent à des politiques de population sont absolument clés. Les logements sociaux, c'est le bâti, mais après, qui habite à quel endroit? C'est probablement l'un des enjeux les plus délicats.
Et donc dans la même loi, la loi 4D ou 3DS, je propose qu'on réintroduise les travailleurs clés parmi les publics prioritaires. Bien sûr, les salariés sont déjà parmi les publics prioritaires, mais faire particulièrement attention à ceux qui ont besoin d'habiter pas trop loin de là où ils travaillent. On peut penser aux aides-soignantes, on peut penser aux caissières, en fait on peut penser à tous ceux de la deuxième ligne pendant la crise dont on avait tellement besoin. Je pense que c'est un point important. Et puis, il faut responsabiliser les acteurs à l'échelle intercommunale pour que ça redevienne un objectif de politique publique. Et puis, le troisième élément, c'est la mobilisation du parc de logements privés. Parce qu'on ne peut pas se reposer que sur le parc social pour assurer un vivre ensemble, une mixité à travers le logement. Le parc privé est nécessaire. L'ANA est en première ligne, puisque l'ANA conventionne avec des propriétaires dans des mécanismes qui s'appellent louer abordable, dans lesquels les propriétaires acceptent de louer un peu moins cher contre des aides. Je travaille à une refonte et une amélioration de ces aides à la rentrée, parce que je pense qu'on a un potentiel plus important que celui que nous exploitons, et que le parc privé peut aussi être plus mobilisé pour concourir à cet objectif de mixité. Je terminerai par dire que ça, c'est la contribution du logement à la mixité et que le logement tout seul ne peut pas tout. Là encore, comme je le disais dans mon introduction, ce sont des politiques fondamentalement interministérielles pour attirer dans des quartiers plus en difficulté, pour rendre le vivre ensemble plus facile. Les questions d'école, les questions de sécurité se posent, mais le simple fait de décider que c'est un objectif de politique publique, le simple fait de poser la problématique, je pense, est un élément politique très important. Et je me suis battue pour que ce soit dans un texte qui arrive en examen au Sénat puis à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Merci. Vous nous avez fait en quelque sorte la feuille de route. Avant de vous libérer, juste une dernière question. Est-ce que l'objectif de 25% signifie que la mixité est atteinte dans la loi SRU? À quel moment peut-on dire qu'elle est atteinte, cette mixité? Je ne pense pas qu'on puisse dire que parce qu'une commune est à 25% de logement social, les objectifs de mixité sont forcément atteints. Ça y concourt, mais ça dépend à la fois de qui habite ces logements sociaux et de la structure du reste du parc privé. Néanmoins, quand on est à 5% de logements sociaux, en général, il n'y a pas de mixité. Merci à vous. On vous libère pour vos nombreuses obligations. Merci d'être passé par les GRU entre un avion et une séance plénière, je crois, au Conseil régional d'installation. Merci beaucoup, Emmanuelle Wargon. Pour essayer d'y voir clair, tout de suite, et encore un peu plus clair, Clément d'Herbecourt, je me tourne vers vous. La ministre du Logement disait que vous alliez nous donner de nombreux éclairages. Je rappelle que vous avez coécrit un rapport sur la question de la ségrégation résidentielle à travers le dernier quart de siècle, 25 ans, de l'habitat et de la ségrégation spatiale en France. À la lecture de votre étude, je me dis qu'on oublie souvent qu'il existe deux formes de ségrégation résidentielle. Emmanuelle Wargon l'a rappelé tout à l'heure, celle choisie, dont on parle assez peu, et celle subie, que les politiques publiques essayent d'enrayer. Tout à fait. On pourrait dire aussi qu'il y a une ségrégation par le haut et une ségrégation par le bas. La ségrégation par le haut, c'est le fait que les individus les plus aisés, sur le plan des revenus ou des patrimoines, par exemple, vont privilégier un entre-soi, avec tout le confort que ça représente. Alors, ce n'est pas forcément les personnes ultra riches, ce n'est pas forcément le top 0,1%, c'est les cadres, ceux qui ont un niveau de vie plus élevé que la moyenne et donc qui ont la possibilité de se loger dans les quartiers les plus chers. À l'inverse, on a une ségrégation par le bas, avec c'est le symétrique, quoi. C'est le fait que qui est contrainte. Qui est contrainte pour le coup, qui vient du fait que les ménages les plus modestes sont contraints de se localiser dans des quartiers que les autres n'occupent pas, et donc le logement est plus abordable. Alors sur les 25 dernières années, on constate des évolutions notables de la population du pays. La démographie a quand même évolué. Par exemple, la population des cadres est passée de 15 à 21% dans la population active. Les ouvriers sont passés de 45 à 39%. Les immigrés extra-européens représentent aujourd'hui 15% de la population contre 9% il y a 25 ans. Est-ce que ces modifications démographiques ont eu un impact sur la ségrégation résidentielle au cours du dernier quart de siècle ?
Alors, on aurait pu le croire, puisqu'on a à la fois plus de cadres dans les grandes villes et aussi plus d'immigrés extra-européens, enfin une diversité plus importante qu'autrefois. Et c'est ce qu'on a voulu justement étudier à France Stratégie en essayant de prendre les choses un peu de manière empirique, scientifique, avec un indicateur que vous allez voir apparaître à l'écran, qui s'appelle l'indice de ségrégation et qui s'interprète assez facilement comme la part d'une catégorie qui devrait changer de quartier pour que cette catégorie soit soit représentée dans tous les quartiers de manière homogène. Et ce que vous voyez de manière évidente sur ce graphique, c'est que toutes les courbes sont plates. Donc là, vous avez les cadres, les ouvriers, les immigrés extra-européens. Entre 1990 et 2015, les indices ne bougent pas du tout. Et donc, ce qui veut dire qu'on a eu des transformations sociologiques importantes, mais les cadres supplémentaires se sont répartis un peu dans tous les quartiers. Les immigrés extra-européens qui sont arrivés se sont également repartis de manière à peu près homogène dans tous les quartiers. Ça veut dire aussi que, il y a plus d'immigrés, plus de cadres, donc il y a des quartiers à dominante cadre immigrés, mais l'apparition de ces quartiers ne vient pas d'un renforcement de la ségrégation, il vient juste des transformations sociologiques. En matière de ségrégation résidentielle, on peut dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a la France et puis il y a Paris, quoi. Oui, alors, il y a Paris au sens large, c'est-à-dire l'agglomération parisienne, les 10 millions d'habitants. Il faut savoir que c'est déjà pratiquement la moitié de la population des grandes villes françaises. Et ce qu'on constate, c'est que pour le coup, à Paris, il y a de plus en plus de ségrégation. Paris ségrègue et le reste de la France déségrègue. Voilà. On a vraiment une disjonction, c'est-à-dire que Paris, c'est la courbe orange, ça va vers le haut, là c'est la ségrégation des cadres et chefs d'entreprise. Et puis les autres catégories baissent. Donc on a vraiment un écart entre Paris et le reste de la France qui tient au fait que Paris est une agglomération très grande où les prix de l'immobilier sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Et donc les phénomènes de ségrégation, ils sont beaucoup plus prégnants. Enfin, et puis vous nous donnerez des éclairages au fur et à mesure de cette table ronde, on remarque que dans cette même période, la population locataire de logements sociaux est restée stable, 21%. Je rappelle que votre étude porte sur 55 unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Donc 21% de ces habitants sont dans le logement social. En revanche, les logements sociaux eux-mêmes se sont disséminés. Alors, sous l'effet de la loi SRU, probablement, Thierry Repentin nous en parlera. Quel est l'impact, de manière plus générale, des politiques publiques sur la mixité sociale ? Alors, sur le logement social, pour le coup, on a vraiment une baisse de la ségrégation. C'est ce qu'on voit sur le graphique, on a les courbes de tout à l'heure. J'ai rajouté juste la courbe du logement social, les ménages qui résident en logement social, qui est tout en haut. Et vous voyez que l'indice de ségrégation est passé de 60% en 1990 à 50% en 2015. Donc on a vraiment une baisse considérable. Ça veut dire que les logements sociaux se répartissent de mieux en mieux entre les quartiers des grandes agglomérations. Et ça, c'est lié en partie au dispositif public. La loi SRU, on montre dans une étude que la loi SRU a un impact vraiment sur la localisation des logements sociaux entre communes, mais c'est plus large que ça. Il y a aussi la rénovation urbaine, il y a aussi tout simplement le fait que partout, on a cessé de concentrer les logements sociaux dans un nombre limité de quartiers, et donc dans toutes les communes, on a fait un peu le travail de répartir mieux. C'est quelque chose de très positif parce que ça veut dire que dans certaines communes où il y avait peu de logements sociaux, maintenant il y en a plus, et donc on a rendu accessibles ces quartiers ou ces communes qui autrefois étaient inaccessibles sur le plan de l'immobilier. Par contre, il n'y a pas tellement d'effet en termes de composition sociale des communes et des quartiers. C'est un peu le résultat principal de notre étude. Je vais prendre un exemple concret, c'est celui de l'agglomération de Rennes, qui est souvent cité comme exemple parce que c'est une des agglomérations où le logement social c'est vraiment le mieux réparti depuis une trentaine d'années. Avec loyer unique, centre-ville et périphérie. Alors, il y a tout un ensemble d'innovations qui ont été mises en œuvre dans cette agglomération, et ce qu'on voit sur ces deux cartes, à gauche c'est 2010 et à droite c'est 2017, c'est que les communes qui sont périphériques, donc autour de la commune de Rennes, qui est en bleu foncé au milieu, qui avait peu de logements sociaux il y a quelques années, en ont de plus en plus. Et donc on a un rattrapage vraiment très très rapide au niveau communal, avec de plus en plus de logements sociaux dans les communes qui en avaient peu autrefois. Si on faisait la carte avec les quartiers, on retrouverait à peu près la même dynamique. Par contre, quand on regarde la composition sociologique des communes, il ne se passe absolument rien. Donc là, vous avez la part du premier décile, c'est-à-dire les 10% les moins aisés de l'agglomération de Rennes sur les différentes communes. Et ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence. Donc finalement, on arrive
à faire bouger les logements, mais les gens, c'est plus difficile. En tout cas, les gens bougent, mais les catégories de la population, on a plus de difficultés à les faire bouger. Alors, est-ce que c'est un objectif en soi? On peut considérer qu'on n'a pas à faire bouger les gens. C'est les gens qui prennent les décisions. Mais en tout cas, on ne peut pas penser que le simple fait de relocaliser le logement social va avoir un effet automatique sur la localisation des groupes sociaux. Merci Clément d'Herbecourt. Est-ce que vous pouvez juste nous donner le site sur lequel on peut trouver cette étude avec toutes ces datas disponibles? Alors voilà, sur le site de France Stratégie, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur tous les groupes sociaux pour les 55 unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Il suffit de taper France Stratégie ségrégation sur Google et puis vous arriverez très facilement sur notre site. C'est passionnant, c'est aussi amusant que de faire du Google Earth, d'aller sur ce... Avec un outil cartographique très accessible et très facile à manier justement pour voilà, faire même sa composition. Voilà. Par lieu. Thierry Repentin, depuis que vous êtes arrivé, vous entendez les louanges de la loi SRU. Vous en êtes le président de la commission. Comment est-ce que vous positionnez ce débat sur la mixité, pour commencer? Déjà, j'ai jamais trouvé une vraie définition de la mixité sociale dans un recueil, mais chacun comprend ce que cela veut dire. C'est la capacité à ce que nous puissions organiser sur un territoire la juxtaposition de familles sociologiquement issues de catégories diverses. Et aujourd'hui, la loi, elle a retenu cette mixité à l'échelle de la commune. C'est la base de l'article 55 de la loi SRU, votée en décembre 2000. Et je salue d'ailleurs son auteur à l'époque, le ministre Louis Besson. C'est donc à l'échelle de la commune, mais pour autant, les élus de France peuvent ensuite la décliner sur un périmètre différent, c'est-à-dire ils peuvent l'imaginer à l'échelle du quartier, ils peuvent l'imaginer même à l'échelle du bâtiment. Et à l'échelle de l'agglo. Effectivement, à l'échelle de l'agglo. Moi, j'ai été très intéressé par ce que vous avez présenté. Effectivement, cela a incontestablement eu deux effets. Une production de logements sociaux plus marquée. Les spécialistes disent que ça a produit entre 800 et 900 000 logements nouveaux qui n'auraient pas vu le jour. Ça a aidé des maires y compris parfois en se retranchant derrière cette obligation, à faire comprendre à leurs conseils municipaux qu'il fallait accueillir sur le territoire municipal des familles éligibles au logement HLM. Et puis on voit quand même que la loi SRU en elle-même, si elle a produit plus de logements sociaux, si elle en a mis dans des communes qui n'en avaient pas, il faut utiliser aussi d'autres outils pour apporter de la mixité. Le fait, par exemple, de faire de l'accession à la propriété dans les zones NPNRU avec une TVA à taux réduit, ça amène aussi une mixité qui faisait défaut au préalable, c'est-à-dire par exemple des propriétaires dans des quartiers où il y avait quasiment exclusivement des locataires. Et en fait, la mixité, elle doit s'appliquer dans les quartiers NPNRU, mais également parfois dans les quartiers centre-ville avec les actions cœur de ville qui visent par exemple à reconquérir des bâtiments ou des logements. C'est un peu de la dentelle d'ailleurs, sur des copropriétés qui se sont dégradées, précarisées, qui peuvent conduire d'ailleurs à des drames. On l'a vu dans certaines villes avec des effondrements. Leur code. Voilà, Marseille par exemple, on l'a tous en tête. Et donc cette mixité aussi, on doit la rechercher dans les quartiers parfois en centre-ville grâce aux aides que peuvent apporter notamment l'ANA. Cécile Mazot, Thierry Repentin parlait à la seconde de faire de la dentelle. C'est un peu ce que vous faites, vous, avec la foncière logement. Si je résume à gros traits, vous allez à contre-courant. Vous essayez de faire du logement social en centre-ville et de faire du logement privé de qualité supérieure, entre guillemets, même si ce mot est impropre, dans les quartiers d'habitat populaire. Oui, merci pour la qualité des débats. Je suis ravie d'être avec vous, même si je suis en distanciel. Ça se fait plus maintenant le distanciel. Vous m'entendez? Oui. Bon. Foncière Logement, c'est un outil un petit peu atypique, créé en 2002 par les partenaires sociaux. On a deux missions fortes et puis une troisième qui vient d'arriver avec Dineo. On a une mission historique qui est fondée sur le développement de la mixité sociale, produire des logements locatifs à loyer conventionné dans les marchés tendus pour les salariés aux revenus modestes, et également produire des logements locatifs à loyer libre dans les quartiers de la ville, de la politique de la ville pour les salariés aux revenus intermédiaires. Donc on voit bien que la mixité, on l'a fait dans les deux sens. Et on a un nouveau développement, une nouvelle mission qui est Dineo, qui est la lutte contre l'habitat indigne.
Donc du coup, pareil, là aussi, on remet de la mixité sur des centres-villages, sur des centres-villes qui sont des fois avec de l'habitat en péril ou de l'habitat dégradé. Donc c'est une belle mission. Pour ma part, sur la partie mixité sociale, c'est une question que je me suis posée. Quelle est la définition de la mixité sociale? On pourrait tous avoir une définition de la mixité sociale. Une volonté politique forte dans un premier temps. Je pense que sans cette volonté politique de l'État et des élus, il est difficile de pouvoir développer cette mixité sociale. Et c'est une ambition aussi de changer les quartiers. Et c'est aussi une image. Moi, j'aime bien le côté un petit peu populaire. C'est un mot qu'on n'entend plus, mais moi, je l'apprécie énormément. On a tous envie de retrouver un quartier avec des écoles, avec un habitat où on est bien chez soi, où on connaît ses voisins. Je pense que la ville a besoin de ça aujourd'hui. Et cette mixité sociale, ce retour des classes moyennes dans les quartiers, finalement, ce mélange, finalement, c'est plutôt même si c'est un terme qui est un peu galvaudé, le vivre ensemble reprend tout son sens. Merci. Nicolas Grivel, tout le monde s'est prêté à l'exercice, donc ça va être votre tour maintenant. Tout le monde s'est emparé de ce travail de définition. Avant de prendre les premières questions du public, il y en a quelques-unes déjà nombreuses qui sont sur ma tablette. Vous qui êtes, j'ai envie de dire, le principal opérateur de la mise en œuvre de la mixité sociale, comment vous la définissez ? On la définit tous un peu par les mêmes termes, autour de la concentration de catégories sociales et socio-professionnelles un peu identiques et un peu homogènes dans les mêmes secteurs, même si effectivement, on a tous tendance, et l'ANRU ne fait pas exception par sa mission, à la penser plutôt par la concentration des catégories les plus en difficulté, les plus populaires. Mais je trouve que c'est intéressant, y compris dans les études de France Stratégie, d'autres travaux de l'INSEE, d'élargir le spectre de réflexion, justement. Et la ministre l'a bien fait dans son approche plus globale de ce sujet de la concentration des classes sociales. On peut aussi la définir en creux, hein, et vous l'avez fait également. Et les quartiers dont on s'occupe sont une excellente illustration de cette définition en creux, puisque c'est des quartiers qui, par leur histoire, pour beaucoup d'entre eux, ont été des quartiers très mixtes au départ, puisque c'était des quartiers qui mélangeaient, et c'est un peu la logique des quartiers populaires qui était évoquée là, qui mélangeaient des classes sociales différentes, hein, et sur lesquelles les catégories de classe sociale moyenne étaient beaucoup plus présentes à l'origine de ces quartiers, et qui sont progressivement partis, et qui ont été progressivement, par couches successives, remplacés par des populations plus précaires dans la logique plus contrainte et subie que vous avez décrit en introduction. Donc finalement, c'est l'absence de mixité qui est la plus frappante, là où l'objectif de mixité est plus diffus et où le sentiment de mixité peut exister alors même qu'elle n'est jamais complète et jamais parfaite. Et je pense qu'on n'a pas vocation les uns les autres à viser une homogénéité parfaite, généralisée à l'ensemble des territoires. Et on est dans un pays où on a gardé le concept de liberté dans la devise de titre de logement. Et voilà. Et donc ces choses doivent évidemment vivre. Pour autant, l'absence complète de certaines catégories sociales dans certains quartiers pose question. Et ça pose question dans tous les sens. Et je vous invite effectivement à vous amuser un petit peu à la cartographie que France Stratégie met en ligne et rend accessible. C'est assez frappant. Il est vrai que l'agglomération francilienne parisienne est la plus illustrative, mais c'est pareil partout, et on se plaît à l'ANRU à utiliser cette cartographie aussi en retrouvant très très facilement nos quartiers par quelques jeux de couleurs très faciles, parce qu'ils se ressortent très très fortement lorsqu'on cible certaines catégories sociales sur ces cartographies. Donc l'absence de mixité est très perceptible. Plus visible que la mixité. Plus facile à identifier. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit à l'issue d'un programme de renouvellement urbain, on a fait le job, ça y est, il y a de la mixité dans ce quartier? Oui, je pense qu'on peut se le dire. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit, là aussi, c'est plutôt un horizon. Hein, donc ça se déplace quand on avance, et on peut toujours faire plus, toujours mieux. Mais oui, on sait qu'on va dans le bon sens dans un certain nombre de quartiers. On sait qu'on approche la mixité par des étapes intermédiaires, et Thierry Repentin le disait. C'est-à-dire que la mixité des formes d'habitat, au sens urbain du terme, est déjà un élément qui nous permet d'avancer. Hein, quand on passe de bars et de tours un peu stigmatisantes, un peu difficiles, qui sont plus ce qui est demandé aujourd'hui par les populations, à des formes plus urbaines, pour prendre un terme un peu générique, ça y aide. Quand on prend des formes d'habitat, y compris d'un statut juridique, hein, d'un quartier qui a 100% de logements sociaux, à des équilibres qui peuvent aller jusqu'à 60, 50, 40% dans certains territoires de logements sociaux, on contribue à cette mixité, et donc on sait qu'on produit des résultats. Par contre, on est d'emblée, avec le bilan du premier programme, très fortement convaincu qu'on ne peut pas produire ces résultats seuls à l'échelle d'un quartier. Hein, d'où le passage
passage au niveau intercommunal par la loi Lamy, et d'où le fait que cette approche de lutte contre une forme de ségrégation sociale et territoriale doit être forcément beaucoup plus large, parce que les quartiers ne sont que le miroir, le reflet de ce qui se passe à l'échelle d'un territoire beaucoup plus large, et qu'on pourra faire de notre mieux, et on fera de notre mieux collectivement pour améliorer ces quartiers. On aura des résultats, mais ils seront décuplés si on a une stratégie beaucoup plus globale à l'échelle des métropoles et des agglomérations. Alors, je vais vous livrer quelques-unes des questions qui nous arrivent. D'abord, je voudrais rassurer Mathieu Lamiyam qui dit, et on oublie les Outre-mer, je crois que dans les programmes de l'ANRU, les Outre-mer ne sont pas délaissés. Donc, effectivement, il n'y a pas de représentant des Outre-mer aujourd'hui, mais voilà, ça n'est pas un oubli. En revanche, une question, Thierry Repentin, peut-être dont vous pouvez vous emparer. L'accession sociale dans les QPV, n'est-ce pas faire porter l'objectif de mixité sur les classes moyennes qui ne peuvent pas acheter ailleurs ? Non, je crois que c'est un élément d'une politique globale. Et pour l'expérimenter sur le terrain, là où je suis élu, c'est aussi la capacité à accompagner des familles de France qui ont envie d'être propriétaires, qui n'ont malheureusement pas toujours le pouvoir d'achat de pouvoir réaliser leurs rêves. Et le fait d'avoir au niveau national mis en place cette disposition qui fait que si vous êtes dans un périmètre, non pas forcément d'ailleurs dans le cœur du quartier en QPV, mais dans un périmètre de 500 mètres, de pouvoir avoir une accession avec une TVA à 5,5, ça fait vraiment la différence. Ça contribue effectivement à rééquilibrer en quelque sorte la sociologie. J'en profite pour dire un petit mot sur l'aspect copropriété qui est très important. Moi, je suis ravi que l'État, à travers l'ANA, accompagne l'ANRU, parce qu'on oublie souvent de le dire dans les quartiers en priorité, politique de la ville, il y a beaucoup de copros. Et sur les 150 quartiers NPNRU, vous avez à peu près 600 copropriétés qu'on a identifiées comme devant faire l'objet d'un accompagnement. Pourquoi ? Parce que si France Stratégie, peut-être une étude sur ce sujet, montrait quelle est la sociologie des copropriétés en quartier politique de la ville, et des copropriétés, on va dire, plus classiques dans d'autres secteurs de la ville, on montrerait sans doute que le niveau de revenu est plus bas. Donc il y a une extrême vigilance à intervenir d'une façon préventive, parce qu'on voit trop de copropriétés privées qui, faute de décisions, de syndics qui parfois sont défaillants, contribuent à faire diminuer peu à peu cette mixité, parce que des gens partent faute de pouvoir entretenir le patrimoine, et on a là ensuite des îlots de pauvreté sur lesquels c'est ensuite très difficile d'accompagner les pouvoirs publics. On a tous en tête par exemple Grigny 2, où l'ANA accompagne l'ANRU, et je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est plus facile au parc HLM de prendre la décision de réhabiliter, d'entretenir, que ça n'est sur les copropriétés. C'est d'ailleurs pour ça que le dispositif en Ile-de-France de l'EPFIF a été développé, et je pense que le président de l'ANRU, Olivier, est sensible à cette question des copropriétés dégradées à travers sa commune de Clichy. Cécile Mazot, est-ce que vous avez du mal à convaincre des gens d'aller s'installer dans les quartiers ? Parce que finalement, vous êtes dans cette posture-là, une fois que vous avez des logements installés en quartier NPNRU, hors du cadre social, est-ce que c'est difficile ? Non, alors la mixité, c'est pas quelque chose. Il y a une des questions qui dit, une des questions dit, on voit souvent des immeubles neufs, inoccupés. Est-ce que c'est difficile de convaincre les gens d'aller habiter dans des quartiers ? Non, après, bien sûr que c'est toujours, c'est un exercice, bien évidemment, qui n'est jamais facile. Mais quand on fait de la qualité, je pense qu'on devient attractif. Et c'est tout un travail de fond qu'il faut faire avec les élus. La ministre le disait tout à l'heure, les Français ont un temps court au niveau des programmes. Nous, on a un temps plus long, mais ce temps, il est nécessaire pour faire de la qualité. Juste pour reprendre deux exemples concrets, Foncière Logement, c'est 36 000 logements répartis sur tout le territoire et en dom-tom, bien évidemment. Je vais vous donner un exemple concret de locataires. Vous voyez, nos locataires, c'est un couple biactif âgé de moins de 35 ans. On a 32% de nos locataires qui proviennent d'une autre région, donc on voit l'influence au niveau de la mobilité professionnelle. C'est important, ça a été dit tout à l'heure, de connecter le logement à l'emploi, c'est primordial.
Et on a un écart de revenu moyen de plus de 40% avec la médiane des revenus de la ville, pas du QPV, de la ville. Donc on voit bien que la mixité sociale, c'est tout ce mélange dont on parlait tout à l'heure, la mobilité sociale, les écarts de revenus, refaire venir les classes moyennes dans les quartiers. 2 exemples. En Ile-de-France, nous, c'est un petit couple qui habite rue d'Avron dans le 20e. Il paye un T2 1500 € par mois. Il a son premier enfant, donc on démarre un parcours locatif ou en tout cas d'habitation. Et il souhaite aller un peu plus loin, avoir un appartement plus grand avec un usage plus harmonieux avec sa vie de famille. Et il trouve un appartement à Montreuil, un T4, à 1400 €. Donc on voit bien T2 avec un usage un peu bof, pas beaucoup de qualité. Et là, du coup, il passe la barrière à Montreuil, T4, 1400 € par mois avec une qualité irréprochable et on dynamise le quartier. Deuxième exemple pour montrer la connexion avec le bassin d'emploi qui est primordial au niveau de la mixité sociale. À Saint-Priest, ville que je connais bien à côté de Lyon, on a un immeuble qui est rempli à 100% et qui est occupé à 80% par des cadres de la logistique, car l'immeuble est vraiment connecté avec tous les transports, dont la proximité de l'autoroute. Donc on voit bien que finalement, la mixité sociale, c'est cette connexion à l'emploi et c'est cette connexion aussi à la qualité. Donc pour répondre à votre question, oui, Foncière Logement on attire ces jeunes, on attire ces familles parce qu'on on ne badine pas avec la qualité. Enfin, je ne sais pas comment mieux le formuler. Moi, je suis excessivement fière. C'est la qualité du bâti qui fait la différence pour vous. La qualité du bâti, de la qualité aussi de l'empreinte qu'on laisse. Quand vous vous promenez à Saint-Denis, on vient de livrer un magnifique immeuble. L'immeuble est beau, ça donne envie d'y habiter. Quand vous arrivez devant votre programme, ce que vous devez vous dire, c'est: est-ce que moi, j'ai envie de vivre là ? Si vous avez envie de vivre dans cet immeuble, vous pouvez être sûr que le pari, il est gagné. Il faut se mettre à la place des locataires, à la place des familles qui vont vivre dans le quartier. Il faut que nous-mêmes, on se sente bien. Si on se sent bien dans l'immeuble, il y a de grandes chances pour que le pari soit gagné. Merci. Dernière question des spectateurs, elle est pour vous, Nicolas Grivel. Hier, dans un atelier, Christophe Noyer exposait que 15% des projets en rue avaient réellement diversifié les statuts d'habitat. Peut-on mesurer les effets que cela aurait produit sur la mixité sociologique des populations ? On est conscient aussi de l'aspect progressif de cet exercice. Dans beaucoup de quartiers, on s'inscrit dans une forme de continuité entre en rue 1 et en rue 2. Et on sait que déjà, c'était plutôt à la fin de la rue 1 que les programmes de diversification pouvaient commencer à fonctionner, ne serait-ce que parce qu'il y avait des sujets de libération de foncier, d'occupation différentes du quartier. Et puis parce que c'est déjà pas facile de diversifier, et Cécile Mazot apporte un témoignage positif sur ces sujets. Lorsqu'en plus vous êtes dans un quartier en plein chantier, c'est pas non plus le meilleur moment pour commercialiser des dispositifs d'accession à la propriété ou autre. Donc on voit bien qu'il y a un effet de temporalité. Après, on est très modeste et prudent sur ces résultats qui seront forcément progressifs. On a aussi des très fortes différences territoriales. Il y a des marchés du logement qui sont très différents, avec d'ailleurs des effets qui peuvent être freinants de tout point de vue selon les secteurs. Dans les secteurs détendus, il y a un faible besoin de construction, et c'est pas forcément dans les quartiers que ça va aller se construire en particulier. Et dans les secteurs en expansion, plutôt plus tendus, on peut avoir un besoin et donc des capacités supplémentaires, et en même temps on a dans un certain nombre de secteurs de la concurrence qui se fait aussi avec des actes nouvelles, des constructions nouvelles. Et donc dans le nouveau programme, on a eu cette discussion très approfondie avec les élus sur la stratégie de commercialisation et la stratégie de diversification et la temporalité de cette diversification, pour que là aussi les choses soient progressives. Et quand on parlait de stratégie habitat à l'échelle de l'agglomération, on la traduit souvent par, et à juste titre, par où c'est qu'on va construire du logement social, comment ça va se répartir, et c'est un vrai sujet, mais ça va aussi à c'est quoi les stratégies de construction et d'ouverture à la commercialisation, d'accession à la propriété. Vous essayez de prendre dans votre sillage des promoteurs privés pour les emmener. Bien sûr, et on a des discussions beaucoup plus globales avec les élus sur le deuxième programme. Je pense que ce qu'il y avait sur le premier programme en tant que tel, ça va par ailleurs se croiser avec d'autres enjeux. La ministre citait les enjeux de transition écologique. Dans le débat sur l'artificialisation des sols et la lutte contre l'étalement urbain, on a vu dans la crise des Gilets jaunes, il y avait
aussi des choses qui s'exprimaient de conséquences de plusieurs décennies d'étalement urbain. Il y a une reconquête des espaces plus centraux ou première périphérie des villes. Et nos quartiers peuvent avoir cette fonction-là aussi d'accueil de cette diversification. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être pensées de manière vertueuse et positive sur ces sujets, me semble-t-il. Merci Nicolas Grivel. Pour clore cette séquence des questions des spectateurs, je vous propose de voir encore une fois un extrait de l'étude que vous avez demandé à Harris Interactive de réaliser pour vous. Et à la question « Devrait-il être prioritaire d'améliorer la mixité sociale ?» les habitants de la France entière répondent oui à 72%. Donc il y a un quasi-consensus aux 3/4. Les habitants des QPV répondent oui à 81%. Mais à la question subsidiaire qui consiste à demander si elle doit être améliorée dans votre propre quartier, les habitants de la France entière répondent oui à 45% et les habitants des QPV répondent oui à 70%. On voit bien que l'enjeu est quand même plus prégnant dans les quartiers d'habitat populaire. On va donc maintenant essayer de voir quels sont, on a parlé logement, on a parlé béton si je puis dire, on va essayer de voir quels sont les éléments de contexte qui sont nécessaires à l'amélioration de la mixité sociale. Et alors ils ont tous été énoncés, j'ai pas pris toutes ces questions au fur et à mesure des questions. L'emploi, Sandrine Sanchez dit proximité spatiale, distance sociale, sans politique sociale, éducative et culturelle, comment faire, changeons de regard, etc., etc. Quels sont, Thierry Repentin, selon vous, les à côté qu'il faut réfléchir et qu'il faut travailler pour garantir une fois que les logements sont là? La mixité sociale, c'est pas que l'acte de construire. On est bien d'accord. C'est la vie que vous organisez autour des bâtiments, parce qu'on est attiré par la qualité de la construction, et je suis d'accord évidemment avec ce qui a été dit par Action la Foncière Logement. Mais c'est aussi ce que vous apportez, c'est-à-dire le système scolaire, l'aspect sécuritaire qui aujourd'hui joue un grand rôle, donc la mise en place de médiation nocturne avec des correspondants de nuit, la présence de la police municipale, de la police nationale. C'est aussi le tissu commercial de proximité présent. Bref, tout ce qu'on attend finalement à l'échelle d'une ville traditionnelle. Et je suis parfois surpris de certains commentateurs qui disent mais c'est quoi tous ces efforts que vous faites pour implanter ici une école, pour implanter une mairie de quartier? C'est des quartiers qui font parfois 10, 15, 20, 30 000 habitants, qui sont l'équivalent de villes. Or, on trouve tout à fait naturel que dans une ville en tant que telle, administrativement parlant, vous ayez une mairie, des écoles, des crèches. Mais quand on le fait sur des quartiers dits d'habitat social, ça interroge encore un certain nombre de nos concitoyens. En fait, c'est l'équilibre, c'est les services que vous apportez à votre population. Et je note que tout le monde est d'accord pour la mixité sociale. Mais tout le monde est d'accord en France pour qu'il y ait plus de logements sociaux. Plus vous vous rapprochez de chez vous, moins vous pensez que cette urgence est nécessaire, parce que il y a un certain entre-soi et je crois qu'il y a un certain égoïsme collectif. Voilà. Et donc, le rôle des élus, c'est d'expliquer que c'est le vivre ensemble, c'est aussi mettre ensemble des populations différentes. Et là derrière, évidemment, il y a un grand débat politique qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui, j'imagine, mais qui nous passionnera dans les mois qui viennent à l'approche des élections présidentielles. Il est limpide hein, dans les conclusions de cette passionnante étude qui a été faite par Harris Interactive, qu'un certain nombre de Français, d'habitants de ce territoire, ont peur que la mixité sociale se fasse à leurs dépens. Oui, évidemment. Elle est une impérieuse nécessité dans les quartiers populaires, elle est quelque chose d'un peu plus anecdotique quand on n'y est pas, quoi. C'est ça, sauf que le jour où on est confronté, parfois... Certains de mes compatriotes qui me disent « bon, le logement social c'est bien, mais si je pense que c'est mieux là-bas », et qui viennent un jour vous voir en disant « écoutez, moi j'ai mon fils ou ma fille qui ont une difficulté pour rentrer dans la vie active, ils ont des revenus qui sont suffisants. Est-ce que vous pouvez l'aider à obtenir un logement social ?» Bref, on est sur des contradictions permanentes. On aime bien que son environnement ne change pas. Voilà. Et quand on ne connaît pas par ailleurs une réalité, on en a peur. Donc la responsabilité d'un élu, c'est aussi de faire que ces populations puissent se rencontrer, d'où l'importance aussi de faire dans ces quartiers des lieux culturels, des bibliothèques, des cinémas, où on puisse effectivement se rencontrer avec des classes sociales très différentes. Voilà. Cécile Mazot, qu'est-ce que vous pensez nécessaire comme contexte, comme élément de contexte dans un QPV pour dire banco, on y va ?
Alors moi, dans mixité sociale, il y a mix. Donc déjà, éviter de refaire certaines aberrations où on parque les gens et finalement, on n'a pas ce mélange, on n'a pas cette mixité. La mixité sociale, c'est la vie de quartier, c'est la vie sociale. Donc il faut à tout prix qu'on mélange et qu'on ramène des classes moyennes et qu'on loge aussi tout type de Français avec tout type de revenus. L'objectif, c'est vraiment l'accès à l'habitat, l'accès au logement, c'est primordial et il y a une réelle urgence par rapport à cela. La mixité, c'est une qualité de vie. Cette qualité de vie, c'est aussi les élus, ça vient d'être dit, qui amènent des services. On voit bien que la sécurité aussi est importante et ça devient aussi un enjeu au niveau des territoires. Donc c'est la qualité de vie, la qualité au niveau de la sécurité, l'écosystème dynamique, ce lien avec l'emploi aussi, dynamiser le quartier. C'est sûr que quand on vient avec sa famille, moi je me mets toujours à la place des familles parce que moi-même j'ai une famille avec 2 enfants, on a envie d'avoir une école, on a envie d'avoir un collège, on a envie d'avoir un lycée. Les Français sont attachés à leur territoire et ils n'ont pas forcément envie de changer tous les 2 ans de ville parce que le petit grandit et qu'il faut le mettre dans un autre collège ou dans un autre lycée. Donc c'est tout cet écosystème qu'il faut créer, c'est tout cet écosystème qui marche dans des villes où il y a cette ambiance de quartier et c'est important que les élus nous accompagnent et nous aident. Et le dernier point, c'est aussi la libération des terrains, ce qui nous concerne aussi. Il faut que les élus nous aident et jouent le jeu sur la libération des terrains pour que nous, du coup, Foncière Logement, on puisse développer cette mixité sociale le plus vite possible. Justement, sur ces questions de quels sont les éléments nécessaires à la fabrication d'un environnement, on a préparé une petite enquête, un petit sondage qu'on veut livrer aux spectateurs de ce débat qui réagissent très nombreux. La mixité sociale est-elle prioritairement, on va vous demander de voter et puis je donnerai les résultats un petit peu plus tard. La mixité sociale est-elle prioritairement abordée dans le programme de renouvellement urbain dans lequel vous êtes impliqué à travers l'espace public, le logement. Si vous pouviez m'afficher l'élément du sondage en régie, s'il vous plaît. L'espace public, le logement, la mobilité, les commerces, la culture, la sécurité. Vous avez quelques minutes pour nous donner votre avis et puis on essaiera de s'emparer de vos avis et d'en discuter. Nicolas Grivel, est-ce que finalement à travers tout ce qui est raconté, l'élément de contexte, c'est aussi un peu l'histoire de l'ANRU qu'on retrouve, c'est-à-dire d'être parti d'une politique très habitat pour aller vers des politiques plus environnementales, si je puis dire, enfin plus générales. La question de l'école est très très souvent posée. Alors je rappelle que l'ANRU a versé 620 millions d'euros de subventions sur les programmes scolaires. Quelles sont les briques que vous ajoutez au fur et à mesure de votre chemin ? Alors, c'est effectivement un peu l'histoire de l'ANRU, mais finalement l'histoire des quartiers, des politiques publiques pour les quartiers. Je ne veux pas faire des métaphores d'alpinisme devant Thierry Repentin, mais la pente est plus facile à descendre qu'à remonter. Hein, et ça dépend. L'histoire de nos quartiers est aussi celle d'une pente descendante progressivement. Pas parce que les quartiers descendent d'eux-mêmes, et je pense qu'il y a une vraie histoire populaire, une vraie richesse dans ces quartiers, mais parce que d'un point de vue de répartition sociologique, on a cet effet-là. Remonter la pente, ça suppose des efforts très massifs, y compris parce que, en plus de ce qu'on fait et de la réalité de ce qu'on fait, il y a des effets d'image, des effets de perception, de réputation qui mettent parfois plusieurs années, décennies à être contrecarrés. Donc effectivement, et sans caricaturer les choses, parce que objectivement, il y avait dès le premier programme beaucoup d'éléments qui étaient déjà très inspirés par ces sujets, et sur les sujets éducatifs, on était déjà très présents. Mais ce qu'on a souhaité rajouter, mais pas nous seuls, parce que je pense qu'on est conscient et on a besoin de le faire avec tous ceux dont c'est le rôle principal, c'est d'enrichir et de tirer tous les fils des politiques publiques le plus possible. On l'a vu dans le débat très intéressant qu'on a eu hier sur l'école. Refaire une école en termes de bâti, c'est essentiel. C'est-à-dire que, et en termes de qualité de vie pour les élèves, pour répondre à la question de Cécile Mazot, est-ce que j'ai envie de mettre mon enfant dans cette école ? J'ai visité beaucoup de quartiers, beaucoup d'écoles très dégradées. Quand vous avez une école neuve, moderne, adaptée aux besoins actuels, etc., vous avez quand même davantage envie de
mettre vos enfants dans cette école. En revanche, si vous n'alliez pas à cet élément de bâti scolaire, des éléments de stratégie, des éléments de diversification, d'incitation à la mixité scolaire, eh bien, vous n'avez qu'un effet immédiat intéressant, mais beaucoup plus limité que si vous mettez dans un projet éducatif beaucoup plus global. Vous travaillez sur la carte scolaire, vous travaillez sur des éléments de réussite de tout ça autour. Donc c'est plus compliqué, c'est plus exigeant, c'est plus long, mais on l'a illustré, je crois, sur le sujet d'éducation hier. On a, depuis plusieurs années, posé les bases d'un partenariat collectif qui est assez riche, assez intéressant. On pourrait le faire sur l'ensemble des thématiques pour croiser l'impact qu'on peut avoir et donc les sujets de mobilité qui sont interrogés à l'instant. On voit que là où il y a eu des projets de mobilité, des liaisons par des tramways, demain des gares du Grand Paris quand on est en Île-de-France, etc., on a un impact qui peut être évidemment démultiplié. Les sujets culturels, sportifs, bien sûr, tout ce qui fait, Thierry Repentin le disait, la qualité d'une ville normale et d'une vie normale dans un endroit, des quartiers qui sont parfois petits, moyens, souvent très gros, hein, et souvent on a dans le département, si le quartier de la ville principale, la ZUP historique, était une commune autonome, elle serait la deuxième ville en population du département, hein, dans un certain nombre d'endroits. Donc il y a vraiment cette fonction urbaine qu'on doit retrouver, que par le prisme très habitat historique de ces quartiers, ou par la dégradation des fonctions historiques, parce qu'il y avait des quartiers où ces fonctions avaient été pensées, mais la fonction commerciale s'est dégradée à beaucoup d'endroits. Les écoles ont contribué finalement à cette dégradation, à cette mixité qui disparaissait. Et donc il y a vraiment une reconquête à faire. Hein, et ça peut se faire avec beaucoup de choses à l'échelle du quartier, mais ça suppose là aussi cette approche beaucoup plus globale, intercommunale, pour équilibrer ces approches et penser la mixité sur quel impact on a dans 5 ans, 10 ans, c'est important, mais sur nos sujets, on le voit avec l'histoire de ces quartiers, on construit des choses pour 30, 40, 50 ans, et donc il faut qu'on se donne la capacité de garder ces facteurs d'attractivité et donc de passer la barre assez haut en termes d'ambition dès le départ. Cécile Bazot, dans quel sens est-ce que vous avez le plus de mal à convaincre? Enfin, quelle est la mission la plus difficile pour vous? D'installer du social en cœur de ville, dans des quartiers privilégiés, entre guillemets, ou d'installer des logements du parc privé au milieu d'un QPV? Quel est le plus gros enjeu pour vous? Pour les locataires, enfin pour les usagers, on n'a pas de souci de... Tous vos locataires sont heureux. Sont pleins. On a tous les ans on fait des enquêtes de satisfaction. Les locataires sont bien chez eux. On sent que si vous voulez, quand on met cette... Je repars, mais la base, c'est quand même la qualité de l'usage qu'on propose, la qualité du bâti. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un immeuble ou du logement foncier, mais je vais vous déposer un dossier. Avec grand plaisir. Vous rentrez dans un immeuble qualitatif avec un bâti mais magnifique. Il y a un vrai travail architectural qui n'est pas ostentatoire, mais qui est bien intégré dans le quartier. Les appartements sont grands, sont lumineux, de vraies cuisines, des chambres spacieuses, toujours des balcons, de belles terrasses généreuses. Je veux dire, c'est quand même ce que plébiscitent les Français. Il y a une étude de la BPCE là, qui vient de sortir. On voit bien que les Français veulent de la qualité, ils veulent des espaces extérieurs et ils veulent aussi une connexion Internet. On voit bien avec le télétravail et puis les familles, on a besoin aussi, les nouvelles générations, de connexion. Donc si vous voulez, la mixité, je la vois de manière très positive. On le voit dans tous nos chiffres. Les locataires sont heureux, sont bien chez nous. On a peu de rotation, une faible rotation. 100% des immeubles qui sont logés. Enfin, je pense que cette mixité, on se pose souvent on se dit souvent la question, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Moi, je vous dis que ça marche. Par contre, ça marche que si on travaille ensemble, l'État, les élus, Foncière Logement. Et pour moi, la principale barrière que je pourrais voir, c'est si, on produisait du logement dans des zones où il n'y a pas le bassin d'emploi. Donc là, ça pourrait vraiment freiner, je pense, un vrai frein au niveau du parc. Mais ce n'est pas le cas. On est toujours connecté à l'emploi. Et le deuxième frein qu'on vit aujourd'hui, c'est plutôt le fait d'avoir une attente longue au niveau des terrains et que les situations ne se débloquent pas avec les élus. Voilà. C'est pour ça que le rôle des élus est primordial et ce travail de fond, il nous permet de réussir la mixité sociale. Mais moi, je suis très positive et je le vois régulièrement. La mixité, ça marche. Mais il faut avoir ces méthodes, cette recette de travail en commun
que Foncière Logement, ça ne marchera pas. Foncière Logement, avec les élus, avec les États, avec le travail des équipes, avec vraiment cette ambition première sur la qualité et sur la connexion avec l'emploi, on a la recette qui fonctionne bien et qui devrait perdurer. Merci de votre optimisme en tout cas. Je vous propose de voir les résultats du petit sondage auquel on vous a proposé de répondre sur les occurrences. Donc le projet de rénovation urbaine sur lequel vous êtes mobilisé aborde le sujet de la mixité d'abord par l'espace public. Il y avait une question de Marie-Françoise Gazet qui disait rien sur l'espace public, donc non, 45,5% quand même. Le logement, 90,9%, la mobilité, plus petit, les commerces. Je précise évidemment qu'on arrive à un total de plus de 100% parce que vous aviez la possibilité de répondre à d'apporter plusieurs réponses, quoi. Voilà pour le résultat. Je réagis juste. On voit quand même que le logement sort largement en tête, quoi. Je réagis juste, et c'est assez normal dans le sens où c'est l'objet principal d'intervention qu'on porte dans les projets de renouvellement urbain, puisqu'on intervient sur des quartiers marqués par la fonction habitat et sur des situations d'habitat dégradé. Et quand on parle, on cherchait la définition de la mixité, de la ségrégation, etc., on parle de concentration résidentielle de population. On ne mesure pas de savoir que la mixité, à qui passe dans un quartier un jour, qui travaille, etc. C'est vraiment le logement qui est l'ancrage dans un territoire. Donc c'est normal. Le sujet de l'espace public est quand même très présent. Oui. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ces sujets d'aménagement public, d'ouverture des quartiers, de qualitative, qui fait qu'on a une qualité de vie parce qu'il y a une qualité de vue, une qualité de fonctionnement d'un quartier. Les autres thématiques sont des thématiques sur lesquelles les acteurs publics locaux ont en tout cas moins directement la main, et les équipes qui travaillent sur le renouvellement urbain moins directement la main, mais qui sont pour... C'est sûr que la sécurité, c'est du régalien, quoi. Voilà, mais typiquement la sécurité, c'est assez logique qu'on ne le travaille pas directement dans un projet de renouvellement urbain seul, en tout cas. Mais par contre, c'est totalement indispensable, et Cécile Mazot le disait, et on a quelques illustrations dans quelques opérations de la Foncière Logement qui ont pu avoir à un moment donné des difficultés sur les sujets de sécurité. Et il faut que ce sujet soit intégré dès le départ. Il l'est pas mal dans la conception urbaine des projets, mais aussi dans la vie des projets, dans la gestion de la période des chantiers. Et donc c'est aussi un sujet qu'on souhaite travailler de manière plus forte avec le ministère de l'Intérieur. Les préfets sont nos délégués territoriaux et sont très actifs évidemment sur ces thématiques. C'est pas un sujet facile, ça se saurait, mais c'est un sujet qui est crucial et essentiel, y compris dans les effets d'image que je citais tout à l'heure, et de perception et de donner envie pour les habitants. Je m'en parle d'une question de Baptiste Agulon que je vous adresse, Thierry Repentin, vous qui êtes élu local, en plus de vos nombreuses casquettes. Mixité sociale et lien social sont deux notions connexes. N'est-il pas intéressant de fournir plus d'efforts sur le tissu économique, social et solidaire dans les QPV pour renforcer l'attractivité de ces mêmes QPV ? Ça renvoie à ce que l'on disait tout à l'heure. Il y a la question du logement qui est la partie d'ailleurs la plus coûteuse de nos projets portés par les élus de France et accompagnés évidemment par l'ANRU et l'ANA. Mais c'est tout ce qui fait la vie du quotidien de ces habitants autour du logement. Et d'une façon générale, il y a des enquêtes de satisfaction qui sont faites régulièrement sur ces quartiers. Et vous pourriez être surpris qu'à 80%, en général, les gens sont plutôt contents de la cellule dans laquelle ils habitent. Et ensuite, ce taux de satisfaction diminue d'une façon assez substantielle dès lors que vous êtes sur les parties communes, puis sur les espaces extérieurs. Et c'est aussi finalement à cause de ce phénomène d'insatisfaction sur l'extérieur que les gens sont malheureusement moins ouverts sur les autres, beaucoup plus recentrés sur leur cellule familiale. Et l'un des enjeux, c'est d'apporter des éléments d'animation de la vie du quotidien où les gens puissent se rencontrer. Des parvis d'écoles plus agréables, des endroits où il y a des terrains de sport, parfois des city-stades, des bibliothèques, des éléments où on permet aux gens de se rencontrer, parce que quand vous rencontrez celles et ceux qui habitent dans votre environnement, vous les percevez aussi différemment. Et le sentiment d'appartenance, la concorde, elle se fait parce que vous apportez au quotidien, dans la vie des gens, les inciter à sortir. Bref, la vie d'un quartier, elle dépend énormément de ce que vous apportez
au dehors, une fois que vous avez franchi la porte. Et c'est l'une des clés du succès. C'est pour cela parfois que l'aspect, on va dire, fonctionnement, on se sent parfois un peu seul, les élus, parce que sur l'aspect investissement, en général, les pouvoirs publics sont à nos côtés, mais le fonctionnement des centres socioculturels, des bibliothèques, des cinémas, des équipements sportifs, gymnases, c'est souvent à la charge, on va dire, si ce n'est exclusive, en tout cas en grande partie des collectivités locales, sur des communes qui, par ailleurs, parce qu'elles ont des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, ont un niveau de revenu des habitants plus faible. Donc là, il y a parfois des attentes sur lesquelles les réponses ne manquent pas, enfin, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Est-ce que finalement, l'enjeu, on ne pourrait pas se dire qu'il faut repenser, il faut faire ville dans les QPV, et ce qu'on a un peu oublié de faire? Alors, qu'on a rendu ces quartiers peut-être fonctionnels, utilitaires, et qu'on a oublié de faire ville. Le soft, c'est tout ça, est au moins aussi important que le hard, l'aspect urbain, le réinvestissement sur le bâti, sur le réseau viaire, sur l'édification de services. Le soft, effectivement, ce qui fait la vie au quotidien, est au moins aussi importante. Et on note malheureusement une orientation de nos compatriotes à fermer la porte, se retrouver sur la cellule familiale. Parfois aussi, et c'est la même chose sur des aspects communautaristes. C'est pour cela que l'aspect du soft, des services que vous apportez, de votre capacité à faire sortir les gens, à pratiquer la vie de leur quartier ensemble, une fête de quartier, une fête d'école, c'est parfois très important pour effectivement mailler ce lien social que nous demande notre interlocuteur. Et on doit être très très vigilant sur le quotidien, du soir au matin, au-delà même de l'investissement que l'on porte sur les quartiers. Nicolas Grivel, je vous pose cette même question. Finalement, de rénovation urbaine, vous en êtes arrivé, vous devez vous poser la question de faire ville. Bien sûr, c'est de tout ce qui fait ville. Il y a à la fois tout le tissu associatif qui est souvent dans les quartiers, pas toujours. Hein, certains quartiers, les élus nous font part du fait que ça recule parce qu'il y a le fait d'une société peut-être moins tournée vers les autres, moins tournée vers l'engagement, etc. Mais dans d'autres quartiers, il y a un fait associatif qui est quand même très, très présent. Et quelque part, on a toujours du mal à être renvoyé que seulement au hard du côté de la rue parce que non, vous n'êtes pas si hard. C'est ça. Mais parce que l'environnement et la façon de vivre dans un quartier et tout ce qui fait la pratique associative, la pratique culturelle, la pratique sportive, etc., s'exprime dans des espaces urbains, s'exprime dans une ville. Donc on essaye effectivement de réconcilier au maximum ces éléments et d'inciter dans les projets qui nous sont proposés à ce que l'intégralité des fonctions soit traitée. Et c'est vrai qu'on a de ce point de vue-là des élus qui sont très volontaires, très ambitieux, et on essaye de les accompagner au maximum de cette ambition. Parfois, on a envie d'aller plus loin sur certains sujets et de les aider à aller plus loin, ce qui pose les questions que Thierry Repentin soulignait à juste titre, c'est-à-dire qu'on est conscient aussi que l'investissement est un élément important, mais qu'il faut réussir à le faire vite dans la durée. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'investir dans des équipements culturels, même créer une nouvelle capacité commerciale, si c'est que pour que les choses se ferment 3 ou 4 ans plus tard, on aura raté notre coup. Hein. Donc il faut que ces éléments ont été travaillés, préparés dans les projets. Il faut qu'on trouve les prolongements dans les années qui viennent. Thierry Repentin, je vais m'emparer d'une dernière question des spectateurs. Elles sont très nombreuses, c'est très agréable d'animer ce débat parce que vous me soufflez toutes les questions. Vous avez à la fois parlé au début du rêve d'accession à la propriété, au début de cette table ronde, et puis vous nous avez parlé un peu plus tard des copropriétés dégradées. Et il y a François Huchot qui fait un peu le lien entre les deux et qui dit si l'emploi est de moins en moins durable, amené à l'achat des populations exposées largement à l'incertitude de la pérennité de leurs revenus, est-il un risque raisonnable pour une politique publique? En gros, est-ce qu'on ne risque pas de reproduire Grigny 2 en faisant des programmes d'accession à la propriété? Alors, le rêve de l'accession à la propriété, c'est d'ailleurs quelque chose de très français. Je ne sais pas d'ailleurs si d'avoir un pays où il y a beaucoup d'accédants à la propriété est une condition de la réussite d'un pays. Je n'en sais rien non plus. Si on regarde à l'échelle du continent européen, les pays où vous avez un taux de propriétaires les plus élevés, c'est l'Albanie et la Grèce.
Et là où vous avez le moins de propriétaires, c'est la Suisse et l'Allemagne. Alors moi, je ne sais pas quelle conclusion vous pouvez tirer de tout ça pour savoir quel est le modèle, mais c'est un vrai débat. Mais au-delà de cette statistique, la question de notre interlocuteur est intéressante. Finalement, incitant à devenir propriétaire, ne projette-t-on pas un certain nombre de populations dans des difficultés demain parce que la question de l'emploi se dégraderait fortement? Moi, je suis optimiste, comme l'est Cécile Mazot. Je pense que le pire n'est jamais sûr et que c'est la capacité de la collectivité nationale aussi à tirer un pays vers le haut, à se battre sur les politiques de l'emploi, c'est essentiel. Mais l'accession à la propriété, aujourd'hui, prend des formes différentes. C'est-à-dire, on a imaginé au cours des dernières années des produits qui limitent le risque de l'accédant à la propriété. Alors, le monde HLM, par exemple, a développé le PSLA. Pardonnez-moi de rentrer un peu dans la technique, mais vous commencez comme locataire et vous choisissez au bout de 2 ou 3 ans si vous voulez devenir propriétaire. Vous devenez propriétaire et il y a un engagement d'ailleurs du monde HLM de reprendre votre propriété si d'aventure vous avez un accident de la vie. Nous sommes un certain nombre de maires à expérimenter le bail réel solidaire. C'est quoi? Eh bien, on dissocie la propriété du foncier de la propriété de l'appartement que vous allez acheter. Ça diminue substantiellement l'acte d'achat à la propriété d'environ 20 à 30%. Donc, le taux d'effort est lui-même minoré. Et si d'ailleurs il y a un accident lié à l'emploi, une séparation, l'organisme qui vous a vendu, qui en général est un organisme lié au monde HLM, vous rachète votre logement. Donc, on a mis en place un certain nombre de sécurité vis-à-vis de ces accédants, mais évidemment, ce sont des assurances que l'on met en place en espérant ne pas avoir à les mettre d'une façon active, parce que ça veut dire que l'accédant, finalement, s'il ne fait pas appel à cette assurance, il a son emploi. Voilà. Mais il y a une évolution aussi constante et je trouve une ingénierie des pouvoirs publics assez intéressante. Donc on n'est pas menacé, selon vous, par une deuxième vague, entre guillemets, de copro dégradés dans 35 ans, quoi? Non, mais il faut y être vraiment très, très attentif, parce que entre le moment où vous mettez à l'ordre du jour un projet de réhabilitation dans une copropriété privée et sa réalisation, en France, en moyenne, c'est 6 ans. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une stabilité des aides publiques quand elles sont décidées, qu'elles ne changent pas tous les 2 ans, parce que chacun comprendra qu'il peut y avoir ensuite des copropriétés qui se retrouvent dans des difficultés parce qu'elles ont un plan de financement qui n'est plus le même à l'arrivée. Les choses là aussi se stabilisent, mais on y est très très vigilant à l'ANA. Parce que je rappelle quand même rétrospectivement que les 2 plus connus de ces copropriétés dégradées, que sont le Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois et Grigny 2, étaient justement des rêves d'accession pour des classes moyennes. Oui. Chemin faisant, des décisions n'ont pas été prises par les syndics de copro sur parfois des petits travaux qui, faute de travaux, sont devenus ensuite de gros travaux. Il n'y avait plus l'argent et ensuite les gens partent, revendent à perte, sont remplacés par des familles avec un pouvoir d'achat encore plus faible. Donc il faut intervenir très très en amont. Je note aussi quand même que le budget consacré à ces copropriétés en difficulté a quadruplé avant 2018 et après 2018. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience réelle. Et on ne fait plus tout à fait les copropriétés comme on les faisait à l'époque, comme on ne fait plus tout à fait le logement social comme on le faisait à l'époque aussi. La taille est importante, même si le point de vigilance est fort, de ne pas reconstituer les copropriétés dégradées de demain, même plus petites. Voilà. Non, c'est sûr que Grigny est toujours la plus grande copropriété d'Europe à ce jour, je crois. Mais elle a été construite par le même promoteur que par l'I2, qui a eu un autre destin au Chêne. Je vous remercie. On arrive au bout de cette table ronde. Alors, on a évidemment abordé quelques sujets, pas tous, mais c'est un sujet tellement vaste qu'on pourra y revenir l'année prochaine, la suivante et encore pendant quelques années, je pense. Je remercie Cécile Mazot, qui est à distance et qui a quand même pris le temps d'être avec nous. Thierry Repentin, merci d'être venu nous voir depuis Chambéry. Clément d'Herbecourt, merci pour votre exposé qui était très clair et très brillant. Et vraiment, je renvoie vers cette étude qui est passionnante. Nicolas Grivel, merci à vous. Merci. Merci à Emmanuel Vargon qui s'est joint à nous au début de cette table ronde. Merci à tous de votre attention, de vos questions nombreuses qui ont nourri le débat. Je vous invite à en poser autant sur les prochaines tables rondes. Merci à Benoît Zeller et à Sarah Audras, Marcy, qui ont eu beaucoup de boulot pour en faire la sélection. Merci à Paul Urbain et à Valérie Blin et aux équipes techniques qui ont assuré la réalisation, la diffusion et la coordination de cette séquence. Il est 10h31. Notre débat s'achève pour laisser la place à d'autres
échanges, mais la journée continue, les GRU continuent. Vous retrouverez d'ici une demi-heure un autre grand débat. Entre-temps, vous pouvez vaquer vers les ateliers. Merci, au revoir.